take your friends to the courthouse on top of the hill. They say it's much brighter there. The sounds barrel through on this green, green grass. The bands of yesteryear play their greatest hits. We all sing along to the sounds of yesteryear. Sounds of yesteryear. Play hard, play nice, play often. Crowd the avenues, get a closer look. All the stars waving gracefully, smiling pathetically. All the world can see the progress we have made. We all sing along to the sounds of yesteryear. Sounds of yesteryear. Hey girl, what you been doing for 2 years? Lost trust, you text me through your tears. You're sorry, you hurt me. You're lonely, you miss me. I wasn't cool enough then, but I'm cool enough now. I know you want a life, but you're stuck inside your town. 'Cause I know you've been dancing by yourself, but did you stop when you thought that someone else could see you? When you thought someone could see you? When you thought someone... Hey love, I know you better than you know yourself, and I can tell you we broke up 'cause I came close. I saw you for who you are, and that scared you. I wasn't cool enough then, but I'm cool enough now. I know you want a life, but you're stuck inside your town. 'Cause I know you've been dancing by yourself, but did you stop when you thought that someone else could see you? When you thought someone could see you? Hey, you're pretty cool. Girl, you're pretty cool. Hey, you're pretty cool. Girl, you're pretty cool. 'Cause I know you've been dancing by yourself, but did you stop when you thought that someone else could see you? When you thought someone could see you? I'm the one that knew you so long ago. I'm the one that loved you not so long ago. You learned to love me, now learn to love yourself. I'm a fucked up mess, feeling angry and depressed. I make bad decisions, I make bad decisions. Oops, I did drugs again last night. My younger self would be mortified, 'cause Captain Planet told me to say no. Oh, what happens when you like roll into a fucked up mess, feeling angry and depressed. I make bad decisions, I make bad decisions.
confessions. Someday I'll learn my lesson. These bad decisions haunt me, but they make good stories. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Mastar. J'espère que tu vas bien. J'espère qu'il a fait un temps... C'est curieux comme temps, il a fait lourd aujourd'hui. Bouf, je ne savais pas trop comment se mettre. Mais bon, on a survécu quand même. Attendez, j'essaye de trouver où c'est que je mets mon micro d'habitude. C'est là, voilà. Tout est bien installé. Alors, comme indiqué dans le titre, on va commencer par un petit tour des... Comment ça s'appelle? De Cannes. Bonsoir Michel. Un petit tour de Cannes avec un résumé de la première semaine. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait parce que j'ai pas été à Cannes cette année, encore une fois. J'ai jamais foutu les pieds, en fait. Peut-être une fois, j'essaierai d'y aller, faut voir. Mais là, en l'occurrence, c'est un magazine professionnel qui nous a envoyé cette vidéo résumée que je vous propose de regarder tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la petite émission. Nous sommes toujours à Cannes et nous proposons de revivre quelques temps forts de cette première semaine de festival. Une rencontre avec l'équipe de Flow, le biopic sur Florence Artaud qui a fait sa première ce vendredi soir au cinéma de la plage. Un retour en images sur la soirée d'Indiana Jones et le cadran de la destinée que sortira Disney. Et enfin un extrait de notre interview avec Eric Toledano et Olivier Nakache, le duo de cinéastes qui va repartir en tournée à travers les cinémas français pour une année difficile. La petite émission à Cannes, c'est parti, générique. Pourquoi vous n'avez pas l'image? C'est ça. Eh ben oui, là vous l'avez. Bon, bah on repart. Faut que je fasse ça. Et il faut que je fasse ça. C'est l'histoire de Florence Artaud, qui est une grande championne, une grande navigatrice, et qui va s'affranchir de son milieu bourgeois et d'une destinée déjà prévue à l'avance. Elle devait devenir médecin, elle faisait des études de médecine, et qui, par amour pour la mer et puis par volonté d'aller au bout de ses rêves, parce que c'est avant tout une femme libre, féministe d'avant-garde, je dirais, décide d'aller se confronter aux éléments et battre les hommes sur leur propre terrain, puisqu'elle veut devenir la première femme à remporter la route du Rhum. Elle se contente absolument pas d'être la première des femmes, elle veut être la première devant les hommes. Donc c'est le portrait de cette femme, il se trouve qu'elle est voileuse, mais c'est avant tout un portrait de femme, une femme libre, une femme rare, une femme qui va au bout de ses rêves. Voir le bateau ici aujourd'hui à Cannes, après avoir tourné des images un peu partout dans le monde,
C'est la plus belle des récompenses qu'on pouvait avoir. Être ici en sélection officielle, c'est notre cadeau. Et on est vraiment heureux, en plus de cette projection en plein air, avec le bateau à côté. Les cendres de Florence ont été dispersées dans la baie là. Je sais que son aura nous accompagnera lors de cette projection. Le film nous appartient plus, ça a été un tournage fort. Intense de par la beauté de l'aventure, en fait, je dirais. Ça a été un tournage extrêmement gracieux et extrêmement... Enfin, porté par une énergie, sans doute à la fois peut-être celle de Florence elle-même, sur ce bateau. Enfin, tout ça avait une histoire et je crois qu'on a essayé d'en prendre soin. Toute l'équipe était vraiment derrière moi. Évidemment, les acteurs, en particulier Stéphane, qui est extraordinaire dans le film et qui a été habité par Florence Artaud. Moi, il m'arrivait d'être derrière mon combo et j'ai bien connu Florence et j'avais les larmes qui me montaient aux yeux tellement j'avais l'impression de voir Florence. Mais maintenant, il nous appartient plus. On a besoin des exploitants, besoin de tout ce qui vient maintenant et du public aussi évidemment, avant tout, et de tout ce qui va venir pour porter ce film là où il doit aller et j'espère à la rencontre du public le plus nombreux possible. On était un peu à Tanger, on avait le tuk-tuk qui était là sur notre ponton et puis on a essayé de faire une soirée à la Canoise. On avait un gros cast, donc beaucoup de gens du monde entier qui voulaient venir à cette soirée. On a vécu un moment très particulier hier soir, l'hommage à Harrison Ford, je crois, qui a donné des frissons un peu à toute la salle et qui nous a donné des frissons. On a vu son émotion lors de l'hommage et à la fin de la projection. Et on est ravis de cette réaction du public. Pour nous, c'est un point de départ. Il nous reste 7 semaines pour sortir le film. On sort le film fin juin. Et cette première projection avait beaucoup d'importance pour nous. Le parallèle avec Top Gun est vrai et je l'espère en tout cas avec toute humilité parce que quand on voit la carrière de Top Gun, on va essayer de faire bien aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'était un moment de cinéma, de divertissement. Et je pense que le cinéma c'est ça, c'est de la diversité. Donc il faut des films d'auteur, mais il faut également des films qui divertissent, qui font venir beaucoup de monde dans les salles. Ce film sort pour la fête du cinéma. Et c'était une sorte, on lançait la fête un peu avant quoi, et on donnait rendez-vous, parce qu'on va pas beaucoup montrer le film entre ces deux projections qu'on a fait hier soir et ce matin, et jusqu'à la sortie du film. Donc voilà, c'était un moment privilégié. C'est l'histoire de deux héros. Albert et Bruno, qui sont deux surendettés, qui sont bardés de crédits à la consommation, de dettes, etc. Et qui, dans un atelier budgétaire d'une association qui les aide un peu à se remettre sur pied, vont un peu se gourer de salles et vont atterrir dans une autre réunion de militants écolos qui veulent sensibiliser les gens à la cause écologique, aux théories de l'effondrement. Ils y vont un peu pour boire des bières et des chips gratuites et finalement ils vont essayer d'en tirer profit. Et ça va les amener sur un chemin où il va leur arriver pas mal d'aventures. C'est une comédie à l'italienne avec Pio Marmaille, Jonathan Cohen, Noémie Merlan et Mathieu Amalric. On a très envie de retrouver la salle et le public après 4 années en fait où on a fait plus de télé, puisqu'on a produit et réalisé une partie en thérapie, où on n'a pas vu le public et c'est quelque chose qui nous a manqué. Je pense que le Covid nous a éloignés aussi du public. Donc l'idée c'est d'aller le retrouver partout. C'est un temps essentiel, primordial, parce que le film il est encore un peu à nous. On vient le lâcher soir par soir et on le récupère jusqu'à la sortie du film où là il sera vraiment plus à nous et il sera au public. Donc c'est des moments très privilégiés. Et aussi, on aime beaucoup tous les exploitants de France avec qui on a un échange depuis maintenant près de 20 ans. Et on aime être à leur contact et on aime être dans les salles. Et généralement, on reste avec les gens dans la salle parce qu'on a envie d'entendre la salle vibrer et la salle rire. Déjà, ça nous réconforte et ça nous fait du bien. C'est un bonheur de faire cette nouvelle tournée avec eux. Parce que j'ai participé à leur début, à leur première tournée à l'époque, et c'était vraiment un immense plaisir d'imaginer une espèce de
de tournée totale. Il y aura 140 salles de cinéma. Le principe, c'est vraiment d'essayer d'intégrer dans une même date une salle de la petite exploitation, une salle de moyenne exploitation et de la grande exploitation. Rendre un hommage quand même appuyé à travers cette tournée à tous ces exploitants qui pendant des années se battent très souvent dans des conditions pas toujours faciles et qui ont réussi à surmonter cet épisode dramatique du Covid, qui sont toujours restés droits, dignes, alors qu'il y avait vraiment beaucoup de raisons de s'inquiéter. Ils sont restés là, et c'est grâce à eux que le cinéma en salle a pu perdurer et ne s'est pas effondré comme certains nous l'annonçaient. C'est la fin de cette petite émission, merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Eric Toledano et Olivier Nakache dans l'émission du 1er juin. Le Festival de Cannes se poursuit ici bien sûr, avec dès ce samedi soir la célébration des 30 ans d'Allociné. Merci encore pour votre soutien, à la prochaine, salut. Voilà pour ce petit résumé de la première semaine de Cannes. Je trouvais ça plutôt pas mal fait. Alors attendez, je vais faire quoi? Je voulais allumer un peu de lumière. Hop. Voilà, on va se mettre ça comme ça. Et oui, j'ai vu que le film était peu apprécié par la famille de Nathalie Arthaud. Et par contre, j'ai vu des déclarations d'autres skippers qui trouvaient le film plutôt bien. Donc, je sais pas trop. Après, c'est quand même rare. Alors, est-ce qu'ils ont été consultés ou pas pendant l'écriture du film? Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plutôt rare que les familles soient contentes des biopics. J'ai l'impression qu'il y a toujours quand même un peu des réticences. Alors, est-ce que c'est parce que je sais pas. Voilà, bon, En tout cas, on attaque les sorties de cette semaine du 24 mai avec un premier film Disney qui nous revient, avec La Petite Sirène. Vous le savez, ils adaptent tous leurs films en ce qu'on appelle live action, donc avec des vrais acteurs. Et donc, ce coup-ci, c'est La Petite Sirène dont on va regarder la bande-annonce. Tous sur le pont! Abandonnez le navire! Tu m'as désobéi. Tu t'es aventuré à la surface. Un homme allait se noyer, je devais le sauver. Cette obsession pour les humains doit cesser. J'ai envie d'en savoir davantage sur eux. Ariel, reviens! Pauvre enfant, je peux t'aider. Tu ne pourras pas vivre dans ce monde à moins de devenir humaine. Mais est-ce possible? Je ne vis que pour ça. T'as quelque chose de changé, mais je saurais pas dire quoi. Je vois pas, c'est très bizarre. Elle a des jambes! Tu le vois pas? Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis prête à t'aimer quand même. Prince de la chance, la vie commence. Pour toi et moi. C'est un humain. Il n'est pas de notre monde. Mais est-ce un ennemi pour autant? Bon oui, hein. La famille n'apprécie pas trop
n'apprécie pas que le côté aventurière libre soit trop montré. Oui, alors que, oui, c'est assez paradoxal parce que c'est un peu l'image que j'ai de cette femme quand même. Elle a quand même milité pour ça, puis elle a tout fait pour être libre et aventurière. Elle a jamais, enfin, ouais, elle en a payé de sa vie d'ailleurs, mais oui, quand même. Je sais pas. La petite sirène qui, avant sa sortie, dès les premières images, a fait s'émoustiller les internets, le pire des internets, parce que la petite sirène est noire, mon Dieu. Puis alors, le petit personnage, là, c'est un crabe dans le film, et dans le dessin animé, c'était pas un crabe. Attention, hein. Enfin bon. Non, le pire, et ça, quand même, faut le souligner, parce que c'est vraiment dégueulasse, c'est toute la campagne de haine qui a été menée contre l'actrice, parce que c'était pas à elle d'interpréter la petite sirène. Bon. Alors ça, c'est bon, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? La petite sirène réinvente en prise de vue réelle le classique de l'animation Disney sorti en 1990. Ah ouais, c'est si vieux que ça. Le scénario de David Maggi s'appuie aussi bien sur le dessin animé que sur le conte original de Hans Christian Andersen. Le réalisateur souligne, même s'il s'agit d'un monde de magie que nous avons créé de toutes pièces, notre objectif était de faire en sorte que La Petite Sirène n'ait en aucun cas l'air d'un film d'animation. Nous voulions réimaginer notre espace sous-marin dans un style photoréaliste, afin qu'il prenne vie dans un film en prise de vue réelle. C'était capital pour nous. Et ils ont gardé les chansons, ça c'est bien aussi. Le réalisateur nous dit: ce film a été le plus difficile de ma carrière. En fait, je n'aurais pas pu y arriver sans l'expérience que j'ai acquise à ce jour. Personne n'avait encore fait de comédie musicale sous-marine. Le réalisateur tenait à ce que les scènes sur Terre aient l'air particulièrement réalistes et sous l'eau, fantasmagoriques. Le monde sous-marin est entièrement numérique, tandis qu'à la surface, tout est réel et construit à la manière d'un film d'époque classique. Et comme il s'agit également d'une comédie musicale, nous avions l'impression, à bien des égards, de préparer 3 films différents en même temps. Oui, c'est pas le plus facile. La pré-production du film a débuté à Los Angeles en 2019. Pendant cette période, les artistes storyboard, j'aurais dit les storyboarders, moi, mais ont travaillé en étroite collaboration avec le réalisateur, le producteur John DeLuca et le chef décorateur John Mears, qu'on connaît, hein, c'est les grands pontes de Disney. Sur les visuels des personnages animés, en images de synthèse et sur l'esthétique des décors. Étant donné qu'une grande partie du film, et en particulier tout ce qui se passe sous l'eau, était numériquement créé par le superviseur des effets visuels Tim Burke en post-production, il était crucial que ces plans soient élaborés à l'avance. Un choix qui a suscité la polémique. On y vient. Le choix d'une jeune femme de couleur pour interpréter le rôle d'Ariel n'a posé aucun problème à Ron Marshall. Lorsque j'ai vu Al pour la première fois, elle était très jeune, presque éthérée, avec une voix tout simplement angélique. De plus, elle avait une connexion émotionnelle profonde avec ce qu'elle chantait. Nous n'avions qu'un seul but, chercher la meilleure actrice pour le rôle. Nous avons vu plein de candidates issues d'ethnies différentes. Il n'y avait pas vraiment d'ordre du jour. Certaines voix, alors certaines, ça a été quand même, beaucoup et véhémente quand même, se sont élevées contre le choix d'Al Bailey, criant à la trahison du conte danois d'Andersen, quand d'autres y ont vu l'illustration du complot de lobbyistes adeptes du blackwashing. Voilà, bah ouais, on a tous les connards de la Terre qui s'y sont mis. Malgré le mauvais buzz, les studios Disney ont décidé de rester sur leur position, publiant une lettre ouverte via leur chaîne Freeform, dont voici un extrait. Oui, l'auteur original de La Petite Sirène était danois. Ariel est une sirène, elle vit dans un royaume sous-marin, dans des eaux internationales, et peut légitimer nager où elle veut, même si cela inquiète le roi Triton. Mais pour le bien du débat, disons qu'Ariel est également danoise, les sirènes danoises peuvent être noires, car les Danois peuvent être noirs. Oui, pourquoi pas. Alors quand même, moi, Disney a quand même un peu évolué là-dessus.
Parce que je sais pas si vous vous rappelez leur dessin animé La princesse et la grenouille. Le personnage principal était une femme noire aussi. Et ça avait foutu un bordel pas possible. Bon, à peu près les mêmes gens là qui se sont indignés, vous vous rendez compte, une princesse noire, machin, machin. À l'époque, ils avaient dit bon, ok, on fera plus de, on en a marre, ça nous a suffi une fois, on fera plus de héros noirs dans nos films qui sont des adaptations de contes comme ça. Alors bon, Black Panther, forcément qu'ils étaient noirs, mais là au moins ils ont tenu en disant non, c'est notre choix, on l'assume et c'est comme ça. Donc quand même à noter une évolution. Alors, c'est pas souvent que je vais dire du bien de Disney, les gars, hein, donc bon, profitez-en. Avec La Petite Sirène, Halle Bailey décroche son premier grand rôle au cinéma. Auparavant, elle a été apparue dans Vacances sur ordonnance et les séries House of Pain et Grown-ish, mais elle est surtout connue outre-Atlantique comme l'une des moitiés du duo RB Chloé X Hall, qu'elle forme avec sa sœur Chloé Bailey. Ok. Harry Styles s'est vu proposer le rôle du prince Eric, mais il a décliné car il préférait se concentrer sur la préparation de sa tournée. C'est finalement l'acteur britannique Jonah Hauer-King qui a été choisi. Il est apparu dans la mini-série des 4 filles du Dr March en 2017, aux côtés d'Emily Watson et Maya Hawke, et dans la comédie familiale L'incroyable aventure de Bella. Les personnages de Sébastien, Polochon et Eureka sont respectivement doublés en version originale par David Diggs, Jacob Tremblay et Okwafina. Leur capture vocale a été filmée en plateau et a servi de référence de tournage pour les dialogues et les mouvements. 6 caméras ont enregistré les performances des acteurs avant d'être utilisées en post-production pour le développement de leurs personnages animés. Putain, les moyens qu'ils mettent là dans ces films. Ce procédé a fourni des références d'éclairage pour les rendus en images de synthèse et a commencé à synchroniser les numéros musicaux. Les mouvements ont servi de guide pour l'animation des personnages. La pré-production du film a débuté à Los Angeles en 2019. La production a été interrompue en raison de la pandémie au début de l'année 2020. Donc ça, pendant un paquet d'années encore, on va avoir ces choses-là. Avant de reprendre à l'automne de la même année, le tournage principal s'est déroulé au studio Pinewood, à l'extérieur de Londres, de décembre 2020 au printemps 2021, où ont été créées toutes les références vidéo pour les personnages en images de synthèse. En mai 2021, la production s'est rendue en Sardaigne pour plusieurs semaines de tournage. Ok. Drive for Wait. Donc ça, c'est pour les scènes sous-marines. Et c'est vrai que, de ce qu'on voit dans la bande-annonce toujours, au moins, elle rentre très bien. Les scènes sous-marines n'ont pas été tournées dans l'eau. Ça peut se comprendre. Parce que, bon, les acteurs, c'est pas des plongeurs professionnels, quand même. Mais, et puis bon, parler sous l'eau, c'est pas pratique. Hein. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais sur fond bleu, selon une technique cinématographique appelée Dry for Wet, sec pour mouiller. Le chef décorateur John Meir détaille le dispositif. La plupart du temps, les acteurs se tenaient sur des diapasons, de grands disques circulaires tournant autour d'eux. Ils étaient harnachés, pouvaient tourner et se déplacer de haut en bas, mais cela a nécessité une chorégraphie très précise et une grosse équipe de cascadeurs et de cascadeuses qui nous a aidé à manœuvrer nos personnages. Pour la faire, sur des diapasons, dans de grands disques circulaires tournant autant d'eux, ah ouais. Putain, tu parles que ça doit pas être évident. Hein. Le directeur de la photographie Dion Bibeux a quant à lui créé des effets d'éclairage complexes pour simuler l'impression d'être sous la mer. Mon chef électricien et moi-même avons créé des bacs à eau que nous suspendions au-dessus des décors à travers laquelle la lumière pouvait être projetée. Nous avons ensuite demandé à notre équipe effets spéciaux de construire un appareil destiné à brasser l'eau afin de créer l'effet d'éclairage que nous souhaitions pour les séquences sous-marines. Ils ont poussé le truc loin, hein, quand même. Le navire Derrick a été érigé sur le plateau des studios Pinewood, dans un immense bassin de stockage. Le réservoir mesurait 70 mètres sur 65 pour 1,20 m de profondeur.
Il a été construit grandeur nature et sur mesure avec de grandes voiles et une coque en bois. Il mesurait près de 50 mètres de long pour 15 mètres de haut et pesait 60 tonnes. Et était entouré d'un écran bleu haut de 6 étages. Oh là là, le bazar! 6 étages, mais c'est énorme! Le film comprend 3 chansons inédites et une nouvelle reprise signée Alan Menken et Lin-Manuel Miranda, Par-delà l'horizon, interprété par Eric, la première fois interprété par Ariel, La rumeur est là, interprété par Eureka et Sébastien, une reprise supplémentaire pour Partir là-bas pour Ariel. Par ailleurs, les paroles d'Embrasse-la et Pauvres âmes en perdition ont été modifiées pour y inclure les notions de consentement et d'émancipation des femmes. Alan Menken précise: les paroles de Embrasse-la ont été modifiées parce que les gens sont devenus très sensibles à l'idée que le prince s'imposerait d'une manière ou d'une autre à Ariel. Nous avons également revu les paroles de Pauvres âmes en perdition qui pourraient donner aux jeunes filles l'impression qu'elles ne devraient pas parler à tort et à travers, même si Ursula manipule clairement Ariel pour qu'elle renonce à sa voix. Eh bien dis donc, Disney qui deviendrait limite engagé. Quelle chose incroyable. Voilà donc pour La Petite Sirène. On enchaîne avec un film qui est en sélection officielle cette année à Cannes. Le nouveau film de Valérie Donzelli, L'amour et les forêts, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. J'étais folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage. Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi? Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour. Tu te plains de ton mari? Pourquoi tu veux toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou. Bah, je te parle mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein, c'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez? T'étais où? Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. T'étais où? Oh Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. Ça met dans l'ambiance, hein. Ça pourrait être un film avec un bon débat, par exemple, sur en mois de novembre, là, la journée contre les violences faites aux femmes. C'est vrai que ça pourrait être repris et assez intéressant. Melville Poupeau, dis donc, on le voit toujours dans des rôles de gars plutôt sympas. Là, en mec inquiétant, il est inquiétant pour le coup, hein. Qu'est-ce que j'avais préparé? J'avais préparé une petite vidéo aussi. Il y avait Valérie Donzelli qui était reçue à France Inter pour parler un peu de son film. On va regarder ça. 7h49, Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin, est actrice et réalisatrice. Bonjour Valérie Donzelli. Bonjour. C'est la réalisatrice que je reçois ce matin, votre 6e long métrage, L'amour et les forêts, une adaptation du roman d'Éric Reinhardt, est au Festival de Cannes, dans la sélection Cannes Première. C'est l'histoire de Blanche Renard, elle est professeure de français, incarnée par Virginie Efira. Elle tombe amoureuse de Grégoire Lamoureux, ça c'est Melville Poupeau. Passion réciproque et pendant 20 minutes, vous nous décrivez le bonheur simple. Et puis on comprend le nom des personnages, Valérie Donzelli. Blanche c'est un agneau, l'amoureux c'est un bourreau. Vous avez eu envie de faire un cœur du film sur la mécanique de l'emprise qui s'installe lentement.
Oui, tout à fait. Alors Blanche, c'est pas non plus un agneau dans le sens où c'est pas quelqu'un de complètement vierge de tout, hein. C'est une femme, elle est intelligente, elle travaille, enfin, elle a une forme d'autonomie qu'elle va perdre en rencontrant cet homme sans s'en rendre compte en fait. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de décortiquer, de montrer de façon la plus juste possible comment l'emprise s'installe, c'est-à-dire, je crois que c'est à un moment donné quelqu'un qui décide d'investir l'autre comme une maison en fait. Et cette maison qu'on n'investit pas soi-même, c'est-à-dire Blanche Renard, elle arrive pas complètement à s'investir elle, et donc elle se laisse envahir comme ça par quelqu'un qui vient la dévaliser, quoi. Avec une gradation, ça commence par quoi? L'isolement, l'éloignement, l'isolement? Oui, sans raconter tout le film, ça commence d'abord par la charmer, la séduire. Ensuite, ça commence aussi par une forme de passion physique, la faire jouir, lui donner du plaisir. Ça continue par l'isoler petit à petit, la couper des gens qu'elle aime. Alors, il faut savoir que dans le livre, il y avait cette relation de sœurs jumelles. Et ça, je trouvais ça très intéressant à Également garder. incarné par Virginie Efira, oui. Alors moi, j'en ai fait des jumelles monozygotes, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et je trouvais ça intéressant que Virginie joue les deux rôles comme un miroir de l'une et de l'autre, et aussi pour Greg Lamoureux comme un double, la sœur, et un lien qu'il ne pourra jamais réussir à rompre et qui sera toujours plus fort que celui qu'il pourra créer avec celle qu'il aime, Blanche. Et en effet, Rose, la sœur jumelle, c'est le miroir de la vie qu'elle pourrait avoir si elle avait mis des limites. Mais je pense que c'est aussi une partie d'elle, c'est-à-dire que Rose, c'est celle qui est quelque part, bien dans sa peau, ancrée dans le réel. Donc c'est quelqu'un sur qui Grégoire Lamoureux n'a pas d'emprise en fait. Et donc on est un petit peu Blanche et Rose, tout le monde est un petit peu Blanche et Rose. Justement, vous avez dit qu'à la lecture du roman, vous aviez ressenti des résonances personnelles. Ce qui vous tenait à cœur, c'est montrer comment un homme peut broyer l'estime de soi d'une femme et comment une femme peut glisser de la première emprise, qui est la passion amoureuse, à la prison tout court. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut ressentir ces résonances personnelles? Ah oui, je crois qu'on a toutes des petits CV quand même, hein. C'est compliqué quand on est une femme, parce que d'abord, je sais pas si c'est un truc. Je pense qu'il existe évidemment de l'emprise à tous les niveaux, pas que dans les relations amoureuses. Et je pense qu'il y a des femmes qui ont des emprises sur les hommes, etc. Mais il y a un rapport à la domination. Et quand on a un petit problème avec l'estime de soi, et ben voilà, on a cette petite faille qui fait que moi, ce qui m'a surtout passionnée dans le personnage de Blanche, c'est que c'est une idéaliste, c'est quelqu'un qui pense que les choses vont toujours s'arranger. Et donc, c'est une croyante. Et c'est en ça que je me suis identifiée à elle. Et je crois que mon côté un peu croyant, comme ça, un peu idéaliste, fait que je me dis tout le temps, on fait des compromis et tout, et puis petit à petit, on se laisse... on perd un peu en confiance au final. Dans les médias désormais... Non, je vous en prie, c'est votre interview, la parole est à vous. Dans les médias désormais, pour comprendre ce qui vous a mené, le livre il est sorti en 2014 et vous le tournez l'année dernière. Oui. Pour comprendre ce qui vous mène à ce désir de faire un thriller psychologique alors que vous avez une grande fantaisie dans votre filmographie, vous aimez la comédie, alors là on est dans le sérieux, on est dans la psycho. Est-ce que, par exemple, l'actualité a joué un rôle? Le décompte des féminicides que nous tenons, chaque année ça ne s'améliore pas, si j'en donne les chiffres, 122 femmes tuées en 2021, c'était déjà 20% de plus que l'année précédente, 146 femmes en 2022 selon le collectif Nous Toutes. Est-ce que ça marque la femme et la réalisatrice et ça donne une envie de tourner? Je pense quand même, ça m'est insupportable, c'est insupportable en fait. Vraiment, c'est insupportable de savoir qu'il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari. Moi, ça me donne envie de pleurer, en fait. Je trouve ça insupportable. Et effectivement, j'ai connu autour de moi des violences faites sur des femmes qui sont des proches. Je trouve ça insupportable. Et je pense que ça m'a peut-être aussi donné envie de faire le film, évidemment. L'auteur du roman, Éric Reinhardt, vous l'avez invité plusieurs fois sur le tournage, il dit qu'il vous a laissé libre, mais alors il avait placé la barre très haut. Il dit qu'il voulait un film qui soit le même électrochoc que son roman, parce qu'il a eu des témoignages de lectrices. En fait, il souhaitait, avec ce film, et visiblement il est satisfait, que dans les salles obscures, des femmes se disent « il faut partir avant de mourir ». Est-ce que vous avez eu vous aviez cette ambition en tête, faire un film politique ?
je pense que le cinéma, il est politique. Et est-ce que j'avais cette ambition? Je pense pas que je me suis dit des choses comme ça parce que c'est vraiment le moyen de rater son film, quoi, de se dire je vais faire un film comme ci ou comme ça. Je crois que j'ai fait le film parce que j'ai pas pu faire autrement que de le faire. C'était plus fort que moi. À un moment donné, les films, voilà, ils nous envahissent et il faut qu'ils sortent de nous. Donc j'ai avant tout voulu faire un film de cinéma, un thriller psychologique. Et par le biais de ce genre, en fait, raconter quelque chose qui me tient à cœur sur, évidemment, les violences faites aux femmes et sur le parcours initiatique d'une femme, parce que souvent dans mes films, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même toujours l'histoire d'un parcours initiatique. Et des femmes, et des des femmes, univers ouais. de femmes. Vous décrivez, même dans votre série, hein, Nona et Ah Sophie, oui. une sororité, une solidarité, un regard libérateur des femmes sur les autres femmes, sur les petits maris des autres femmes, hein, sur ces petits tyrans, domestiques dans certains cas, pas dans tous. Est-ce que pour vous, cette sororité, c'est une constante de la société ou vous vivez ça comme une nouveauté aujourd'hui? Non, je le vis un peu comme une nouveauté. Alors pour moi, ça a toujours été une constante, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amies femmes, j'aime les femmes, j'ai toujours été entourée par des femmes. En tant qu'actrice, j'ai beaucoup tourné avec des femmes et je me sens bien avec les femmes, en fait, c'est vrai. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les choses, depuis MeToo, évoluent un peu quand même. Je sens dans la rue les femmes qui osent dire des choses, qui osent voilà, dire à des hommes qui se comportent mal. Une fois, j'étais dans la rue, il y avait une femme qui disait « Mais vous arrêtez maintenant, là, ça suffit, là, votre comportement, vous êtes vu, là, monsieur, vous êtes vu. » comme ça. Et je trouvais ça génial parce qu'en fait, maintenant, il y a quand même ce truc où on se sent pas toute seule, quoi. On sent on veille les unes sur les autres, quand même. Moi, je le trouve un peu. Et dans votre film, il y a une femme formidable, c'est une actrice, Virginie Efira. Vous filmez des scènes où il y a vraiment, on va pas tout dire, mais très peu d'action, mais en réalité, tout se passe sur son visage. Est-ce que c'est pour ça que le cinéma français a tant besoin de Virginie Efira? Mais je crois que Virginie Efira aime passionnément son métier d'actrice. Elle aime passionnément ça, et c'est ce qui fait qu'on l'aime autant. C'est qu'elle nous transmet cet amour en jouant. Valérie Donzelli, vous parliez de MeToo, une question quand même sur Cannes. 6 ans après l'explosion de l'affaire Weinstein, de MeToo, le monde du cinéma, il est toujours secoué par les violences faites aux femmes. On a eu l'actrice Adèle Haenel qui dit qu'elle se met en grève du cinéma. Elle dénonce une complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels. Il y a une tribune cette semaine dans Libération, une centaine d'acteurs et d'actrices, Julie Gaillet, Géraldine Nakache, Laure Calamy, qui fustige le Festival de Cannes, qui déroulerait un tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent. Ça, c'est pour Johnny Depp et Mai Wen. Vous n'avez pas signé, en tout cas, je n'ai pas vu votre signature. Est-ce que vous comprenez ces dénonciations? Est-ce que vous, Johnny Depp, sur le tapis rouge, ça vous choque? Est-ce que ça me choque? C'est compliqué, ces questions. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. D'abord, j'ai pas trop suivi ces histoires avec son ex-femme. Non, mais je sais qu'il y a eu, mais je connais pas au final le procès, qu'est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a été condamné ou pas. Mais est-ce que les dénonciations, c'est quand même très fort, le festival, le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent, la complaisance Non, mais généralisée du en fait, métier. voilà, je pense que on a le droit de s'offusquer et je trouve que c'est normal. Et en même temps, voilà, c'est le festival de Cannes, ça fait partie aussi du Festival de Cannes, donc c'est le choix de Thierry Frémaux, en fait. Ça dit quelque chose de lui, j'ai envie de dire, plus que... Enfin, ça dit quelque chose de celui qui fait le Festival de Cannes, de prendre le film de Mai Wen en ouverture. Mais plus globalement oui, les femmes, ça progresse la place des femmes, là... Oui, mais doucement, quand même. Ça progresse, mais doucement. Mais ça progresse, mais doucement. Mais ça progresse, mais doucement. L'amour et les forêts, c'est votre film. Il est projeté mercredi sur la Croisette. Il sort en même temps dans nos salles. C'est un film beau, c'est un film qui résonne. Allez-y. Et merci Valérie Donzelli. Merci. Bon, voilà, donc je trouve que c'était intéressant. Alors, par la dernière question, bon, c'est bon, le procès est passé, il n'y a pas eu de... Bon, mais voilà, il faut toujours qu'ils reviennent là-dessus. Et par contre, Mai Wen agresseuse, non, c'est pas Mai Wen qui a été accusée d'agression, l'enquête est en cours. On a parlé de ça, c'est... Corsini, c'est pas Mai Wen. Elle s'est plantée, la journaliste, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? L'amour et les forêts est adapté du roman du même nom d'Éric Reynard que Valérie Donzelli a lu pendant le tournage de Marguerite et Julien en 2015. La réalisatrice y a trouvé d'immédiates résonances personnelles comme cette disposition que l'on a
à ne pas complètement exprimer ce que l'on ressent par peur de ne pas être aimé. Elle confie, mais ce qui m'a décidé à l'adapter, c'est la scène où Grégoire l'amoureux fait son mea culpa après avoir entendu à la radio le portrait d'un homme maltraitant sa femme. Comment il retourne la situation pour se poser en victime et comment ce stratagème pervers fait mouche parce que la véritable victime de ses agissements ne sait pas y résister. Mais adapter ce roman me semblait difficile et j'ai repoussé l'idée sans l'oublier. Et j'ai ensuite réalisé Notre-Dame, un film léger qui a été très réparateur, et Nona et ses filles, ma série sur laquelle j'ai énormément appris. Mettre en scène une série avec autant de personnages, tout en jouant dedans, dans un temps record, était vraiment un baptême du feu. Plus rien ne me faisait peur après ça, j'avais envie de revenir au cinéma avec un film où je ne serais que metteur en scène et avec l'envie d'explorer un autre genre. Valérie Donzelli a voulu faire un film à la fois très mental et très incarné. Mental. Ah oui, tiens, c'est original ça. Psychologique. Ça veut dire quoi un film mental? Il faut réfléchir? Je sais pas. Si les scénarios écrits par la réalisatrice sont souvent un peu relâchés selon ses propres termes, celui de L'amour à les forêts est au contraire très ténu. Je l'ai écrit avec Audrey Diwan, qui est une formidable partenaire pour moi, avec une maîtrise très forte de l'écriture. On dit qu'on fait un film contre son scénario. C'est vrai de tous mes films, et plus que jamais de celui-là. Notre scénario était fort, et c'était une base très solide. Il fallait donc danser et lutter, et contre lui, je l'ai déchiré, malmené, surtout au montage, ou parce que je sentais qu'il fallait donner un tour plus mental au film. Encore une fois, ce côté mental. J'ai travaillé sur l'ellipse et arraché des morceaux du récit. Comme nous ne vieillirons pas ensemble de Piala qui est construit sur des ellipses, une ellipse, ça nous prend toujours de vitesse, on rattrape les choses après coup et ça nous éloigne du film à sujet. Valérie Donzelli a choisi Virginie Fira avant même de commencer l'écriture. C'était une actrice qui génère de l'empathie. Oui, bon, ça, alors, on va regarder plus sur Melville Poupeau parce que, ouais, on y est. Qui génère de l'empathie, quoi qu'elle fasse, quel que soit le personnage qu'elle incarne, elle pourrait jouer le pire des monstres, on l'aimerait quand même. En même temps, on ne peut pas savoir, puisqu'elle n'a jamais joué le pire des monstres. Ce serait intéressant d'ailleurs de la voir dans un rôle comme ça, ou dans le, par exemple, Virginie Fira, Melville Poupeau en couple, et que ce soit elle qui prenne l'ascendant et l'emprise sur l'homme. Ce serait intéressant de voir comment elle joue ça. Et cette empathie était cruciale dans le rapport au spectateur. Juste avant le confinement, je lui ai offert le roman en disant que j'aimerais l'adapter pour elle. Elle a aimé et a tout de suite accepté le rôle. Elle poursuit au sujet de Melville Poupeau. En revanche, je n'avais personne en tête en écrivant le personnage de l'amoureux. Et puis un jour, Melville a surgi et m'est apparu comme une évidence. J'ai regardé des photos, je l'ai trouvé beau. Et je me suis souvenu combien il était génial dans Grâce à Dieu. J'en ai parlé à Virginie qui a tout de suite été enthousiaste. Melville en Grégoire l'amoureux. Je trouvais ça inattendu. Il n'a jamais eu ce genre de rôle. Il a accepté immédiatement et a pris à bras le corps ce personnage monstrueux tellement éloigné de lui. C'est vrai que oui, de base, je ne l'aurais pas vu non plus dans ce type de rôle, mais de ce qu'on voit de la bande-annonce, il a l'air quand même d'être sacrément... il fait flipper, quoi, quand même. Virginie Fira est entourée par des actrices que l'on voit moins aujourd'hui, comme Virginie Ledoyen, Romane Boringer, Laurence Scott, Nathalie Richard ou encore Dominique Raymond. Alors que l'interprète de Blanche tourne beaucoup, je voulais absolument que Virginie, qui est une star d'aujourd'hui, joue avec des actrices du même calibre qu'elle. Je voulais que Blanche soit entourée uniquement par des actrices qui ont joué dans de grands films, des actrices qui rassurent et qui lui assurent une protection. C'est la première fois que la réalisatrice travaille avec le chef opérateur Laurent Tangy. Pour ce film, la réalisatrice a senti qu'elle avait besoin de renouveler son équipe. Laurent a fait des films qui sont assez éloignés de moi, mais aussi l'événement d'Audrey Diwan, qui est remarquablement cadré, tout à l'épaule. On s'est je vais pas y arriver ce soir. Immédiatement bien entendu, il est très doué, très instinctif et on se comprend vite. Elle poursuit. On a plein d'outils à portée de main pour s'en servir tout de suite quand une idée surgit ou pour trouver une solution visuelle à une question de mise en scène. On ose, on tente un truc, puis un autre, et parfois une scène ne marche pas, alors on essaie un filtre, un miroir, un reflet,
Et puis clac, on trouve, c'est risqué de tout faire en direct parce qu'on ne peut plus rien défaire en post-production, mais ça permet d'adapter la vérité du moment dans sa fraîcheur. Donc bon, on a compris, il est à Cannes. Pour interpréter Blanche, Virginie Fira a commencé par évacuer toute idée préconçue et stéréotypée de la victime et a cherché à donner une identité singulière au personnage. Elle explique: alors on s'appuie sur nos propres vies, mais sans en avoir conscience, sans le formuler, sans chercher à tout prix à calquer son interprétation sur son vécu personnel. Ce serait terrible si on était condamné à ne reproduire que des choses qu'on a vécues. Les biographies de chacun, acteur et personnage, n'ont pas tant d'importance au fond. Nos émotions, nos souvenirs, la mémoire du corps, ça représente peut-être une part infime de notre manière d'interpréter un rôle, mais c'est toujours bon à prendre, ce sont autant de portes d'entrée. Pour Grégoire Lamoureux, Melville Poupeau a cherché à faire transparaître chez ce personnage une rigidité, un côté petit monsieur. Ça se sent bien dans la bande-annonce. Hein. L'acteur a ainsi pensé à des personnages de Claude Chabrol, de Jean-Yann, mais surtout à Michel Bouquet dans La Femme infidèle. Ah bah oui, là, grosse référence. Je voulais créer un salopard de cinéma, propre sur lui, sec, tendu, un homme d'apparence paisible, mais profondément noir à l'intérieur, qui pense qu'il va tout contrôler, tout maîtriser, que sa femme, c'est sa femme, sa bagnole, ses enfants, ses enfants. Ça correspondait à ce que Valérie avait en tête, donc on s'est vite compris. Elle voulait que l'amoureux soit stylé, pas neutre, parce qu'il y a aussi dans son film un côté conte de fées qui tourne au vinaigre. Elle épouse le prince charmant, puis le prince charmant se révèle être un loup déguisé. L'ambiance, les clairs-obscurs, les travelling, cette maison angoissante, tout ça donne aussi un aspect un peu irréel. Ça nous a porté, Virginie et moi, pour nous éloigner du naturalisme dans le jeu, être en osmose avec la mise en scène de Valérie, qui cherchait, elle aussi, à s'affranchir du naturalisme par le style et le mélange des genres. Drame amoureux, suspense hitchcockien, conte et huis clos. Voilà donc pour ce film dont la bande-annonce donne envie. Et quand on lit un peu comment ils ont chacun préparé leur rôle, ça, oui, c'est convaincant. Allez, film suivant qui est aussi présenté à Cannes cette année, mais je ne crois pas que ce soit en compétition officielle par contre. Ouais, non, c'est pas en compétition officielle. Omar Lafraise avec Reda Kateb et Benoît Magimel qui se retrouvent pour la première fois dans le même film. On regarde la bande-annonce. Omar Zerouki, plus connu sous le nom d'Omar Lafraise. T'as pris 20 ans ce matin à Paris, par défaut. T'as une bonne nouvelle? La patrie de ton père, le Jazair, va te garder ici en sécurité, au soleil. T'es 100% Jazairi, Wallah, ça m'aime. Ah, je vais pouvoir crever ici, quoi. C'est Omar, il déprime, il veut rentrer en France. Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'eau? Il t'a dit quoi, l'avocat? Si tu bouges une oreille, tu vas voir, tu vas repartir au placard. Omar, Roger, Wallah, vous êtes deux légendes. Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles? Tu veux me baiser? Tu veux le baiser? On va devenir des entrepreneurs, toi et moi. On va faire de l'oseille. Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire? Faut commencer milliardaire. Le style, ça m'en fait quelqu'un. Vous êtes des durs, hein. Vas-y, toi, tu peux rentrer à Paname, t'es libre. Omar Zerouki, le nouveau gérant associé. Eh frérot, à la vie et à la mort. Pour moi, Omar, c'est quelqu'un qui porte en lui de l'humanisme. De la joie de vivre. Je suis qui? Je suis ta plus, moi. Et ses racines, je veux qu'il renoue avec. Santé. Ouais. N'essaye même pas, on bosse, ça suffit. Yahoo! Pourquoi on l'appelle Omar Lafraise? Parce qu'il opère ta dentiste. Voilà pour cette bande-annonce. On va regarder une petite interview là, qui a été faite justement à Cannes de Reda Kateb et Benoît Magimel. T'as pris 20 ans ce matin à Paris, par défaut. T'as
T'as une bonne nouvelle? On se connaissait sans se connaître, mais on savait qu'on avait des sensibilités, je crois, communes, un truc comme ça qui s'est passé. Va te garder ici en sécurité, au soleil. On a nos différences, ça a été immédiat, ça a été simple, naturel, quoi. Ouais, on s'était croisés, mais la première vraie soirée qu'on a passée ensemble, c'était à Alger. C'était quelques mois avant le tournage, on s'est retrouvés en bas de l'hôtel, et puis on est allé passer toute la soirée, on a dîné, on a pris le temps, et on se lâchait plus, on avait plein de choses à se raconter, mais comme si on se connaissait déjà depuis longtemps, en fait. C'est vrai qu'on parlait du métier d'acteur avec les mêmes mots, quoi. Ouais, c'est ça, il y avait ce côté, ah ouais, toi aussi, ah ouais, donc c'était comme une reconnaissance, et finalement, nos deux personnages, il y a un peu cette chose-là, c'est-à-dire qu'ils se connaissent depuis qu'ils ont 12 ans, 16 ans, et tout ça, et ils ont encore des choses à se raconter comme si c'était la première fois. C'est-à-dire qu'il y a toujours une nouvelle histoire. Il attrape le petit Tony, il ouvre la fenêtre, il le jette. Et au moment où il le jette, l'autre il ouvre un œil et il se met à hurler. Peut-être oui, il y a parfois des moments d'ennui, mais il y a une chose qui s'épuise pas. L'amitié, ça s'épuise pas, quoi. Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles? Tu veux me baiser? Tu veux le baiser? Dans le film, il y a les hauts, il y a les bas, il y a les moments où ils ont beaucoup d'énergie, les moments où il y en a un des deux qui dort sur le canapé, l'autre qui le regarde, qui va un peu plus loin. Cette histoire d'amitié, c'est vraiment une grande histoire d'amour dans le film. Il y en a un qui a un peu plus tête de con que l'autre, qui est toujours en train de gueuler, qui est jamais content. Samir, je vais te demander de me rendre ton badge et de plus revenir au bureau, t'es licencié pour faute grave. Il y en a un qui mange un peu plus que l'autre. Voilà, c'est ça, l'amitié c'est à travers les différences des uns et des autres, avec une sensibilité qui reste la même. Et c'est ça qui devient beau, parce que le cinéma, c'est une grande histoire. Enfin, ça a toujours fait rêver. On a rapporté quelques paires de lunettes, je crois. J'ai apporté tout, moi j'ai tout ramené, mes bijoux, j'ai tout ramené. Je voulais pas en faire un beauf. Je voulais pas faire de Roger, déjà que le nom n'est pas facile à porter. C'est ma génération, je la connais. J'aurais dit, bon, vous m'habillez pas comme un abruti. Mais si, hein, ils voulaient que je porte des trucs de Che Gabbana, des slips de bain, des trucs à la con. J'ai dit, non, faut que Roger soit classe, quoi. Faut qu'il ait quand même du style. Des essayages des costumes, c'est vraiment un moment important. C'est-à-dire que c'est le moment où, de l'intérieur, on sent que ça colle avec le personnage ou avec ce qu'on imagine du personnage. Et puis après, dans le miroir, on essaye beaucoup de choses. Et à un moment, on voit quelque chose et on se dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose de cette ligne-là. Au début, j'imaginais pas forcément ce style vestimentaire. On a l'impression qu'Omar, il est parti avec 40 valises de vêtements en Algérie. Et ouais, voilà, il y a un côté manouche aussi dans ce personnage. Dans leur relation, qui est à la fois une relation d'enfance, quand ils se préparent pour sortir au cabaret, on avait commencé la scène. D'abord, chacun vérifie que tout colle bien, que le costume est bien ajusté. Qu'il n'y a pas un faux pli. Entre nous, l'air de rien. Mais quand on arrive, on fait comme si tout avait été mis en place. C'est des trucs de môme, ça. Mais ça les empêche pas de rire de la violence qu'ils peuvent commettre, quoi. Ça les fait marrer, ça leur appartient. Ça fait parler tout le monde. Je rigole! Ouais, peut-être qu'ils ont cette chose qu'on aime, en tout cas que moi j'aime des fois dans les bandits des films quand ils sont bien faits, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où à la fois ils sont un peu effrayants, on traverserait pas forcément la rue pour aller leur serrer la main, et en même temps le cinéma nous permet de passer du temps avec eux, dans le confort de notre fauteuil, dans la salle. C'est un truc que j'aime bien des fois, de m'approcher grâce au cinéma de gens où bon bah dans la vie j'irais pas forcément passer toute la soirée avec en tout cas. Voilà donc pour cette interview. T'as pris 20 ans ce matin à Paris. Ouais. Alors, côté réalisation, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc le film a été présenté au Festival de Cannes, ça, on en a parlé. Tous les voyous ont dans la vie et au cinéma des surnoms imagés, parfois amusants évidemment, utilisés pour cacher leurs véritables identités. Ces dénominations sont d'une poésie violente, derrière elles se cache du drame, de la terreur, mais aussi du dérisoire, de la tendresse. Je voulais inventer mon propre nom de voyou, ou un nom porteur de légende, explique le réalisateur. Le casting du film est composé de comédiens professionnels et amateurs, afin de profiter de rythmes et d'énergies différents pour filmer les nuances de langue, de culture et de croyances religieuses. Pour le réalisateur, il s'agissait aussi de faire une déclaration d'amour à l'Algérie, en représentant un maximum de nuances culturelles. Travailler avec des comédiens professionnels, c'était bien parce que chaque Algérien est un acteur. Tout le monde se raconte dans ce pays.
Il y a des choses dans le film qui peuvent paraître de la réalité augmentée, mais c'est la réalité, c'est du vu, vécu et entendu. Les amateurs jouent souvent leur propre rôle, affirme Elias Belkedar. Reda Kateb a accepté le projet en 24 heures. Quant à Benoît Magimel, il a proposé au réalisateur de prendre un café sans avoir lu le scénario. Le réalisateur se souvient qu'au bout de 15 minutes, il m'a dit « Vas-y, je t'aime bien, je le fais ». Après, il a lu le script, il lui a retéléphoné, il lui a dit « Non, finalement, non ». Il a lu le script et on a travaillé ensemble. L'Algérie, ça l'intéressait. Mélange des genres. Omar Lafraise mêle le rire et l'horreur, le calme du désert et le chaos de la ville, le dérisoire et la flamboyance. Ces alliances paradoxales proviennent du récit du père et de la grand-mère d'Elias Belkedar. J'ai grandi au sein d'une famille qui avait sa propre façon de vanner, de parler, d'entendre des histoires a priori dramatiques, relatées avec ironie, j'ai perdu ma ligne, et vitalité. Je retrouve ça dans tout le bassin méditerranéen, ce besoin de se raconter, d'oraliser, de jouer sur le tragicomique en permanence, tout le temps au quotidien. C'est assez classique finalement ce réflexe d'exposer tout ce qui est affreux de manière joyeuse, transgressive et corrosive. Voilà donc pour Omar Lafraise. Alors là, on va attaquer un film. Merci, l'affiche. Les Chevaliers du Zodiaque. Il y a des choses comme ça qu'il ne faudrait pas les faire en film. À la limite, le faire en image de synthèse. Mais en film, non. Vraiment, il y a des choses, non. C'est pas possible. Vous allez voir la bande-annonce, ça donne envie. J'ai eu une vision. Des gens brûlés vifs. Tout était détruit. C'était Athéna. C'était à cause d'elle. C'était à cause de moi. Rassure-toi, on laissera pas faire ça. Je t'ai vu sur le ring. C'était forcément toi, Seiya. Et si je te dis que Sienna, ici présente, est la réincarnation de la déesse Athéna? Ta destinée à toi est de devenir l'un de ses chevaliers protecteurs. Et ça te fait quoi d'être une déesse? Parfois, je me sens étrangère dans mon propre corps. Es-tu prêt pour l'entraînement? Le chevalier de Pégase se montre courageux, humble et prêt à donner sa vie pour protéger Athéna. Comment t'as réussi à faire ça? La guerre qui nous attend est d'une ampleur jamais vue. J'arrêterai Athéna avant qu'elle nous détruise. Tu crois que j'ai voulu cette vie? Son pouvoir nous menace. Une fois qu'il saura le contrôler, aucun être vivant ne lui résistera. Tu mets ta ceinture, ça va secouer un peu. Tu croyais être le seul chevalier? Moi, je sais pas quoi dire de plus, hein, mais c'est quand même pas joyeux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce fameux film? Les Chevaliers du Zodiaque est une adaptation en prise de vue réelle du célèbre manga Saint Seiya créé par Masami Kurumuda, comprenant 28 tomes prépubliés entre 86 et 90 dans le magazine Weekly Shonen Jump. Ce manga à succès, vendu à plus de 50 millions d'exemplaires au monde, a entre autres donné lieu à une série animée de 114 épisodes créée par la Toei Animation, qui a fait fortune d'ailleurs grâce à ça, et diffusée au Japon entre 86 et 89. En France, c'est le Club Dorothée qui accueille le programme entre 88 et 97. Le film live-action est mis en scène par le Polonais Tomasz Bagiński, producteur de la série The Witcher sur Netflix.
Pour l'occasion, il réalise son premier long métrage. Qui pour le héros? Seiya, le héros de la saga, est joué par l'acteur américano-japonais Makanyu, révélé dans Pacific Rim Uprising via le rôle du cadet Ryoichi. Il sera aussi un des personnages marquants de la série live One Piece. Oh, c'est vrai qu'ils ont fait ça aussi. Ils font vraiment n'importe quoi en ce moment. Sur Netflix, une autre adaptation attendue d'un manga culte. À noter que Mankayu est le fils du regretté comédien Sonny Chiba, décédé en août 2021. Alors attendez, voyons voir qui c'était Sonny Chiba, si on voit une photo. Ah oui, effectivement. Oui, c'est un acteur japonais quand même relativement connu. Oui, oui, oui. Studio Toei, à qui l'on doit notamment la série animée Les Chevaliers du Zodiaque, a coproduit le long métrage avec Sony Pictures. Ouais. Ils se sont pas dit que ça marchait pas. Ça a déjà été fait, des tentatives de Chevaliers du Zodiaque en film, et à chaque fois, c'est loupé. À un moment, il faudra arrêter. La récente version de Netflix en série d'animation 3D, Les Chevaliers du Zodiaque Senseiya, est considérée comme un désastre par les amateurs de l'animé original. Famke Janssen et Sean Bean avaient déjà joué ensemble dans Paramo et GoldenEye. Oui, c'est lui. Non, oui, elle. Et lui qui était un méchant, un ancien 00 qui se retourne. Oui, 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 tout à fait. Alors, oui, GoldenEye, ouais. Et elle, elle jouait une Russe qui était complètement folle et qui tuait les gens en couchant avec. C'est original. À noter la présence de Nick Stahl dans la peau de Cassius. L'acteur américain était une grande star au début des années 2000, avec des rôles forts dans Bully, In the Bedroom ou Terminator 3. Ses problèmes de drogue l'ont éloigné des plateaux pendant longtemps. Il est à présent de retour, comme en témoignent aussi ses prestations dans les séries Animal Kingdom et Fear the Walking Dead. Qui pour Athena? Madison Eastman, révélée dans la saga Jumanji, incarne Sienna. Ah oui, c'est elle? Putain, je la reconnais pas. Allez, les photos. Elle jouait quoi dans Jumanji? Non, elle a joué dans Jumanji. Ah bah ouais. Bethany. Putain, alors je la reconnais pas du tout, pour le coup. Bon. Continuons. Hop, non, tac. Oui, on se remet sur la bonne... donc, incarne Sienna la réincarnation de la déesse Athéna. Les combats sont chorégraphiés par l'expert en arts martiaux Andy Cheng, qui a œuvré dans le Marvel Shang-Chi. C'est pas le meilleur... Déjà que les Marvel, c'est comme... On n'en attend pas grand-chose, mais alors celui-ci... Les Chevaliers du Zodiaque devraient être le premier volet d'une saga composée de 6 films. Oh. Comme l'a annoncé Yoshi Ikezawa, le producteur de Toei Animation. Le studio a de grandes ambitions pour cette saga qu'il développe depuis plus de 10 ans. 6 films. Le manga Les Chevaliers du Zodiaque a connu un grand succès en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans le monde. Nous avons donc déjà une base de fans établie dans de nombreuses régions du monde. C'est pourquoi Sony Pictures nous a contactés. Le manga original compte 28 volumes de bande dessinée. La série animée originale comptait 140 épisodes, plus 30 ou 48 qui appartiennent à la bande dessinée originale. Cela fait donc près de 200 épisodes. On peut faire beaucoup de films avec ça. Après, oui, c'est sûr qu'il y a de la matière, hein. Après le succès de Marvel, les studios recherchent des propriétés intellectuelles qui peuvent donner lieu à des suites comme Harry Potter ou Hunger Games. Oui, d'ailleurs, ils font une... Alors, c'est pas une suite, c'est un préquel à la série Hunger Games qui était sortie il y a un petit moment déjà. Pour le moment, nous envisageons un ensemble de 6 films. Eh bien... Diego Tinoco... Qui pour Phoenix? Diego Tinoco campe le Néron, le chevalier Phénix,
et non Iki comme c'est le cas dans l'animé. Un des personnages les plus appréciés des fans, l'acteur incarne l'un des protagonistes de la série On My Block, qui se centre avec humour sur un groupe éclectique d'ados qui grandit à la dure dans les quartiers difficiles de LA. Et c'est là que je me rends compte que je connais pas du tout, parce que quand le Néron Chevalier Phénix et non Iki. Alors, le film a été tourné à Budapest. Le film possède un budget de 60 millions de dollars. Ah ouais, quand même. C'est 2 fois plus que Dragon Ball Evolution. Toutefois, il s'agit d'un coût de production bien en dessous de la plupart des blockbusters 2023. À titre d'exemple, Les Gardiens de la Galaxie a coûté 200 millions de dollars, Fast and Furious 340 millions, et Indiana Jones et le Cadran de la Destinée 300 millions. Voilà, ça fait du budget tout ça. Bon, on change d'ambiance avec le prochain film. Hop, c'est là, voilà. On part en Espagne. Pourquoi c'est en... Non, c'est pas... Non. La Maleta. Déjà, je peux vous mettre l'affiche. Et on part sur un thriller. Hop. Très bien mené, tambour battant. Hop, je vous mets la bande-annonce en version originale sous-titrée parce que je pense que... Enfin, j'ai écouté la version française, elle n'est pas super, donc autant avoir la version originale. Allez, on regarde la bande-annonce. ¿Qué me traes? Están regando el río. Están sacando mierda a patadas. Mierda de la que te gusta. Según el forense, era una bebé. Y lo van a investigar. Hemos encontrado algo que podría pertenecerle. Y necesito encontrar a la madre de ese bebé y usted me va a ayudar. Estoy buscando una chica concreta. Sara no es como los demás. A ella solo pueden verla ciertos clientes. Yo te puedo ayudar a saber lo que pasó con tu hija. Usted no puede estar acá. Yo solo quería que mi hija tuviera una vida normal. No puedo esconderte aquí para siempre. Me van a encontrar igual. En cuestión de tiempo. Buenas tardes. Me han dicho que aquí puedo recuperar algo que perdí. Voilà pour cette bande-annonce du film qui commence en thriller et qui finit carrément en film d'action sur la fin. La bande-annonce le laisse deviner. Alors, un homme seul. La Maleta raconte l'histoire d'un homme tourmenté, une sorte de bossu de Notre-Dame moderne. Ah oui, tiens, j'aime bien le parallèle. Qui tente d'échapper à sa souffrance et au rejet des autres en se cachant du monde extérieur. Le metteur en scène, Jorge Dorado, explique « C'est un homme qui traite les objets tels des personnes, à la différence des hommes qui traitent les personnes comme des objets. La Maleta est un thriller dont le protagoniste est un homme simple qui aime les films d'Humphrey Bogart et les romans policiers. Dans son précédent long métrage, Mindscape, Jorge Dorado a exploré le film noir où un détective mène l'enquête dans l'esprit des gens grâce à des techniques d'hypnose particulières, en ayant opté pour un angle psychologique et émotionnel. Il confie au sujet de la Maleta. Ce nouveau film m'a permis d'aller plus loin dans ce genre avec cet homme lambda dont on suit le parcours
au gré des recoins les plus sombres de l'âme humaine, le tout dans une approche à la fois physique et charnelle. La Maleta est une histoire policière, mais qui parle aussi d'amour, de rédemption, et d'un sujet malheureusement toujours d'actualité, le fait de traiter une personne comme un objet. C'est un thriller émotionnel avec un sous-texte de peur, de solitude, mais aussi d'un besoin d'amour. Le message que j'aimerais tirer de cette sombre histoire est le suivant: il n'est jamais trop tard pour trouver le bonheur et s'affranchir des autres. Mon objectif est de faire un film commercial, mais qui s'engage également à sensibiliser le public sur ce sujet. Et c'est plutôt réussi, parce que pour avoir vu le film, enfin, moi vraiment je me suis fait prendre dans le jeu, à essayer de deviner ce qu'allait se passer, à essayer d'anticiper de deviner comment ça pouvait finir cette affaire-là. Et vraiment bien interprété. Les deux acteurs, aussi bien lui qu'on voit à l'affiche que la fille qui l'aide, jouent très juste, ils sont très beaux ensemble. Donc oui, voilà. Et malgré tout, ce petit message, et c'est vrai qu'on oscille entre le film d'auteur et le film grand public. Non, vraiment, rien à redire. On passe un bon moment. Allez, film suivant, film beaucoup plus calme. L'odeur du vent, on part en Iran et on regarde la bande-annonce tout de suite. مجید دسته گلیسیم بچید جان مجید دسته گلیسیم بچید چی؟ معمول داری برخون Ja, tu m'as fait casse, façon de blesser. ممنون دست در نکن تا ترانس تعمیر ها حالا تا بنامسی دارم بنامسی دیار تو کنه دیار مومنی و دی دومنی ها سلام Voilà, une bande-annonce très poétique, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Pas grand-chose. L'odeur du vent a obtenu le grand prix du jury au Festival international de Busan, ainsi que la montgolfière d'argent au Festival des Trois Continents à Nantes. Alors, oui, il y a quelque chose que je trouve curieux. Attendez, je vais me faire la recherche ici. C'est que pour moi, le Festival international du film de Busan, c'était un festival du cinéma fantastique. Alors, le Festival international de Busan. Tac. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas ça. Je vérifie quand même avant de mettre qu'il n'y ait pas de problème. Le Festival international du film de Busan se tient chaque année à Busan. Oui, bon, ça on avait compris. Deuxième ville de Corée du Sud. Créé en 1996, il est considéré aujourd'hui comme le plus important festival international du film en Asie. Engagé en faveur du nouveau cinéma et du cinéma derrière hauteur, il demeure aussi l'un des plus gros marchés du film.
La première édition s'est tenue du 13 au 21 septembre 1996 a également été le premier festival international du film en Corée. L'objectif du festival est d'introduire de nouveaux films et de révéler de nouveaux talents. Depuis sa création, il a ainsi révélé des cinéastes tels que Jia Zhang-ke, Hong Sang-soo, ah ouais, Kim Ki-duk, Im Sang-soo, Ur Jin-ho et Fruit Chan. Alors, il y en a qu'un sur le lot que je connais, hein, c'est Hong Sang-soo. Le festival comporte différentes sections composées aux courts et longs métrages de fiction et aux documentaires. Les deux principales sections sont New Currents, réservées aux films asiatiques, et World Cinema, une présentation d'œuvres nouvelles de réalisateurs de renom. Ok. Et alors, pourquoi j'étais... Alors, est-ce qu'il y a un... Hop. Est-ce qu'il y a, par contre, un festival international du film fantastique amusant? Il pourrait y avoir deux... Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ok, bon, je sais pas pourquoi. J'avais ça en tête que c'était dédié au film fantastique. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite sur le film? Le titre original du film Derb signifie un lori, la langue de la région iranienne dont est originaire le réalisateur, sol dur, en référence au gagne-pain du père qui doit gratter le sol de la montagne pour recueillir une substance médicinale traditionnelle. En faisant ce film, note d'intention. En faisant ce film, j'ai souhaité montrer la dignité des habitants de cette région. Malgré tous les problèmes et les difficultés qu'ils affrontent, ce qui m'intéressait, c'était d'approcher ces gens simples, solidaires, qui vivent dans la simplicité de la nature. Alors, le film est très beau, très poétique. Il y a pas mal de choses qui sont dites, mais en avant, effectivement, les Iraniens qui sont simples et solidaires, mais en même temps, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Il illustre bien quand même, moi je trouve, surtout la résilience de ce peuple qui... tout est pété en Iran. Il y a quand même pas grand-chose qui tourne correctement. Et bon, on fait avec, quoi. Ils vont pas se mettre martel en tête et voilà. On va attendre que ça revienne et puis on verra bien. Mais alors par contre, le film est beau, ça nous montre un Iran qu'on connaît pas forcément. Si vous êtes fatigué, n'allez pas le voir. Parce que c'est un film qui est extrêmement lent, qui est poétique, qui est très... On prend le temps de regarder les paysages et tout. Mais vraiment, si vous êtes fatigué, la lenteur va vous faire vous endormir, c'est à peu près sûr. Et si vous êtes en forme, prenez quand même un petit café avant. Parce que vraiment, j'insiste beaucoup dessus, mais il est très beau, mais très 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 lent. Voilà. Sachez-le. Allez, film suivant, on part en Irlande pour le deuxième thriller de cette semaine du 24 mai. Ça y est, je ne savais plus quel jour on était, moi, quelle date on était. Superbe thriller, on regarde la bande-annonce et on en parle après. Can I ask you something? Yeah. Have you seen him? No. Yes, I have. From a distance a couple of times.
Voilà pour cette bande-annonce qui n'en dit finalement pas trop. Et donc, pour en dire peut-être un tout petit poil plus, c'est la jeune fille qu'on voit là en grand qui cherche la vérité sur son père. Et elle a un visage, cette fille. Et c'est dommage parce qu'il y avait une affiche qui était avant, que je trouvais beaucoup plus, encore plus percutante. Ils ont rajouté un espèce de fond vert là. Est-ce que je vais retrouver la première affiche qu'ils avaient faite? Oui, je vais l'avoir là. Je pense. Touk, non? Oui, là? Non? Hop. Et je trouvais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais que cette affiche était plus percutante avec vraiment le visage de cette jeune femme en grand, très lumineux, et lui, sur le fond noir, je sais pas, je trouvais ça plus percutant que sur ce... Hop, attendez, on va la remettre en gris. Avec ce fond comme ça, je sais pas. C'est... Ouais. Bon, c'est mon avis, hein, mais... Enfin, voilà. Et la petite digression. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Dans les premières étapes, naissance du projet, dans les premières étapes de l'élaboration d'un scénario, Joe Lawlor et Christine Molloy ont pour habitude, Molloy, je ne sais pas comment on prononce, ont pour habitude de marcher jusqu'à la Tamise depuis leur maison située à l'est de Londres. Ils se rappellent, au cours d'une année entière, nous avons commencé la plupart de nos journées par cette marche, en longeant le Regent's Canal. L'histoire d'une jeune femme adoptée a commencé à prendre forme. Ah bah j'ai plus le chat. L'ambiance est bien donnée par les images et la musique. Pour l'affiche, d'accord avec toi. Ah bah, merci. Mais c'est vrai que ouais, la bande-annonce est bien faite comme ça, là. On sent cette ambiance la musique qui prend de l'ampleur au fur et à mesure. L'histoire d'une jeune femme adoptée a commencé à prendre forme au fil des mois. Nous avons commencé à préciser les détails de l'histoire et la façon dont nous voulions l'exprimer. Cela résume les deux choses les plus importantes pour nous dans la réalisation d'un film, l'histoire mais aussi la narration. Joe Lawlor et Christine Molloy sont particulièrement intéressés par les récits et les personnages dont le point central est l'identité sous la contrainte. Les cinéastes précisent, après avoir réalisé 2 films dans lesquels les personnages principaux se glissent littéralement dans la peau de quelqu'un d'autre, s'assimilent à sa vie, et ce faisant trouvent un moyen d'avancer dans leur propre vie avec Face Cachée, nous étions intrigués par l'idée que notre personnage central, Rose, puisse devenir une version différente d'elle-même. Julie est la personne qu'elle aurait été si elle n'avait pas été adoptée. Au cœur du film se trouve le désir de Rose de réconcilier ces 2 versions différentes d'elle-même, car ne connaissons pas son passé, d'où elle vient, elle s'efforce d'imaginer son avenir. Le thème de la comédie ou du jeu de rôle est également une idée récurrente dans les films précédents. Alors, pas dans celui-là, le côté comédie, hein. De Joe Lawlor. Alors, mais qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces gens-là? Parce que moi, pour moi, ça ne me parle pas forcément beaucoup. Filmographie, ils ont fait Mr. John et Hélène. Autopsie. Ah oui, d'une disparition. Ça, je l'avais vu, il était pas mal. L'autre, je le connais pas. Ok, ça me situe un peu ce qu'ils faisaient avant. Ces derniers confient, dans Face Cachée, Rose n'est pas la seule à utiliser les compétences du jeu de rôle. De par sa nature même, l'adoption en particulier et les adoptions fermées, où les informations d'identification ne sont pas divulguées, créent des histoires et des récits alternatifs, et est souvent entouré de mystères, voire de mensonges, et de contre-vérités. Les noms sont changés, des certificats alternatifs sont émis, des histoires sont effacées, des relations sont rompues, alors que de nouvelles relations sont forgées. La façon dont les gens vivent l'adoption est différente pour chacun. Le personnage Rose est pris dans la réalité de l'adoption telle qu'elle existe en Irlande. Dans ce pays, le pouvoir a toujours appartenu aux parents biologiques et plus précisément à la mère biologique.
Et bah ça, c'est dans quel film qu'on a passé il y a pas longtemps où la mère n'avait aucun droit sur l'enfant? Mais ça se passait en Iran aussi. C'est vrai que oui, du coup l'ambiance c'est pas la même. Si la mère biologique ne veut pas être retrouvée, elle a le droit légal de refuser tout contact avec son enfant. Joe Lawlor et Christine Molloy confient « La mère biologique de Rose, Hélène, a de bonnes raisons de ne vouloir aucun contact avec la fille qu'elle a abandonnée, et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour éviter ce contact, mais Rose est tenace et trouve inévitablement son chemin dans le monde soigneusement construit par Hélène. C'est à ce moment-là que l'idée centrale de Face cachée fusionne avec l'autre idée principale qui a préoccupé nos pensées lors de nos nombreuses promenades, l'exploration de l'impact de la violence sexuelle et le besoin de justice sous quelque forme que ce soit. Lors de la fin du développement de Face cachée, le mouvement #MeToo a pris son envol et un projecteur a été braqué sur l'omniprésence des violences sexuelles et sur les abus de pouvoir généralisés. Les scénaristes racontent « Il semblait que les thèmes au cœur de notre histoire étaient soudainement au centre de l'attention. Depuis notre première promenade vers la Tamise, nous avions toujours su que nous voulions également nous concentrer sur l'impact du viol, pas l'acte lui-même, mais ses conséquences. » Et c'est vrai que ça, là-dessus, le film est très bien fait. Cela semble si évident à dire, mais ce n'est pas quelque chose à laquelle on pense souvent par rapport au viol, mais c'est le seul crime qui peut être commis et qui peut conduire à la création d'une nouvelle vie. L'impact de la violation lorsqu'elle conduit à la conception d'un enfant par un viol est choquant et difficile, mais nous savions que nous voulions explorer cette réalité à travers l'histoire de Rose et Hélène. Nous voulions entrer dans ce monde sombre et douloureux en créant 3 personnages, la mère, le père et l'enfant, qui sont irrévocablement liés par un acte de violence. De cette façon, l'histoire a une qualité archétypale, elle se déroule comme un drame grec d'une certaine manière. Oui, c'est pas d'une certaine manière, c'est carrément un drame grec, ce film. Carrément, très beau film. L'actrice, est-ce que l'actrice, on l'a vue dans d'autres choses? Parce que vraiment, elle a un regard... Là, en plus, elle a les cheveux tirés en arrière. C'est vrai que là, quand on la voit avec les cheveux détachés, ça lui fait un air différent. Mais elle a vraiment une présence... quand elle est là, hein. Ça, on le sait. Face cachée, ouais, elle a fait plus de la télé. Donc, ouais, je connais pas forcément. Les Lèvres de Candice, ça me dit quelque chose, ça. Non, pas du tout, puisque ce n'est pas sorti. Mais vraiment, c'est une belle découverte, cette actrice. Et hâte de la retrouver. C'était ça qu'il fallait faire. Alors, changement d'ambiance sur le prochain film. Donc oui, vraiment, ouais, très beau film. On fera le récap à la fin de l'émission. Playdate. On change d'ambiance là, hein, ça se voit. On est à la morgue. Interdit au moins de 12 ans. Et on regarde la bande-annonce. Il y a de l'ambiance dans ce film. C'est un autre type de morgue. Hein. C'est pas... Allez, dernier film pour cette semaine. Notre film indien de la semaine, j'ai envie de dire. Godé Godé Cha. On regarde la bande-annonce. ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਓ ਕੁੜੀਓ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ 4 ਕਰ ਲਿਆ ਜੜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਬਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਐ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਐ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੁੱਲਾ 'ਚ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਵੀ ਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਟ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੀਟ ਚੋਂ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹੱਡੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੀਟ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੁਗਤਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਪੂਗੀ ਜਿਹਨੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣਾ ਨਾ ਧਰੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਹੱਥ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੇਟੀਆਂ ਚ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਹੋਰ ਪੜਾ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਖੇ ਬੇਟੀ ਬੜੇਗੀ ਬੇਟੀ ਮੁੱਠੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਪਾਪਾ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਟੇ ਸ਼ਿੰਟੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ प्यार झूठा ही सही दुनिया को दिखा दे आजा नहीं तू किसी और को मिलने के बहाने आजा तू मर देगा मेरे हाथों आज कुत्तिया सानू केड़ा किते विच गेड़े ते गेड़ा ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਲੈ ਆਓ ਰਾਜ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਆਖੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਬਰਾਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਬੀਬੀ ਆਲਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਖਾਣੀਆਂ ਬੁੜੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਸਾ ਉੱਠ ਪੈਰ ਤਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਰਦੀ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੜਾਏ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਵੜਦਾ ਚੁੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਬਸ ਰੋਂਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਨੇ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੇ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਅੱਲੜਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇ ਅੱਜ ਜੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇ ਅੱਜ ਅੱਲੜਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇ ਅੱਜ ਜੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜੀਤਿਆ ਸੀ ਬੁਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੰਗ ਕੀ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਗਈ ਜੇ ਸੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ Bonsoir Fandy, mais non, il n'y a pas besoin des sous-titres. C'est une jeune fille que tu vois à l'écran qui rêve de vivre sa vie libre et de tomber amoureux de qui elle veut. Seulement, sa mère la soutient dans ce projet-là, son père pas du tout, et donc, c'est comment on va réussir à s'en sortir. C'est très très simple comme film. Non, je suis pas, il n'y a pas besoin des sous-titres. Bon, puis t'as 2-3 petits trucs autour, hein, en gros, hein, mais... Voilà. Non? T'es pas d'accord? Il est peut-être parti voir faire les entrées, notre cher Fandy. Donc, pour faire un petit peu le résumé de cette semaine... c'est le problème, voilà, en fait, ils font des sorties salles, mais c'est pour avoir des aides pour ensuite sortir en DVD. Et du coup, voilà, mais ça se voit de plus en plus, hein. Dis donc, ouais, c'est sympa, c'est coloré, ça a l'air marrant, mais qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Mais voilà, ça se voit que pour les sorties salles, en fait, ils essayent même plus de rendre la chose... Ils mettent même plus les sous-titres, quoi. Au moins, sur les premiers temps, on avait les sous-titres. Et bon, donc les sous-titres seront sur le DVD. Voilà, c'est bon, c'est dommage. Alors, pour faire un petit résumé de cette semaine, on a vu donc... alors, peu de films, puisque c'est le Festival de Cannes. Il y a toujours moins de films qui sortent pendant le Festival de Cannes. On a vu 9 films. Moi, gros coup de cœur, c'est Face cachée, La Meleta, que je mettrais à peu près au même niveau. Alors, Amour et forêt, très curieux de le découvrir. Mais bon, on va attendre qu'il sorte, puisqu'il est présenté ce soir à Cannes. Donc c'est aujourd'hui qu'il sort, on verra après comment on peut le négocier. Omar Lafrède, moyennement.
Puis bon, la petite sirène, bon, je l'attends pas forcément, et les chevaliers du Zodiaque encore. Voilà donc, là, le résumé. Mais face cachée, ouais, face cachée. Même face cachée au-dessus de la Maleta, je trouve, à mon sens. On arrive donc à la fin de cette émission. Est-ce qu'on a quelqu'un à raider, vite fait? Eh ben non, hein. C'est qui ça? Attendez, je regarde vite fait. Ouais, non. Je ne sais pas, je ne sais pas. Eh ben écoutez, c'est pas grave, on va s'abandonner comme ça. Du coup, l'émission a été un peu plus courte que d'habitude, vu qu'il y a moins de films. Et Hérétique n'a pas encore lancé. Voilà. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Bonne soirée. Et n'oubliez pas d'aller au cinéma, parce qu'on a tous une bonne raison d'y aller. Bonne soirée.